Bonjour et bienvenue dans cette série d'enregistrements issue de la conf L'intégration de l'IA générative en santé, organisée par Digital 113 dans le cadre du programme Digital is Future. Vous allez écouter la table ronde 3, l'IA générative en santé, bénéfices, limites et impact sur le parcours de santé et la relation patient-soignant, animée par le docteur Grégoire Mercier, cofondateur de Canopy Med et copilote du programme Digital is Future, filière santé. Table ronde, effectivement, que j'ai le plaisir d'animer cet après-midi sur un sujet complémentaire des sujets précédents. On a vu les enjeux liés à la recherche, les enjeux liés à la formation. Là, on va s'intéresser cet après-midi aux enjeux liés aux soins, c'est-à-dire à la fois l'impact de l'IA générative sur le parcours de soins, mais également sur la relation soignant-soigné. Donc il y a une discordance entre les trois intervenants que vous avez en physique et puis les 5 photos que vous avez derrière, mais c'est tout à fait normal. Malheureusement, Yann-Maël Ledouarin est bloqué, n'a pas pu venir, et c'est intéressant parce qu'il a été empêché de venir par un objet physique sur une voie SNCF. Donc ça veut dire qu'à l'heure de l'IA générative, quand même, on est soumis à des contingences, je dirais, bien concrètes, c'est le cas de le dire. Donc il n'a pas pu venir. Madeleine Farah n'a pas pu venir non plus, mais elle nous a envoyé une vidéo, donc on passera la vidéo, et elle nous expliquera dans cette vidéo ce qu'ils font dans l'entreprise Doctrine pour adresser ces enjeux. Et donc nous avons une belle table ronde avec David Morquin, qui est PUPH au CHU de Montpellier, infectiologue, et qui est par ailleurs responsable de la stratégie IA et data au CHU de Montpellier. À côté de lui, nous avons Julien Frandon, qui est aussi PUPH en imagerie médicale au CHU de Nîmes et qui est responsable notamment de l'activité d'imagerie interventionnelle. Et puis nous avons Monsieur Mohamed Gadi, qui est ici pour compléter la table ronde et qui est représentant des usagers, donc membre de France Asso Santé, et qui est donc représentant des usagers au CHU de Montpellier et également dans le comité éthique de l'entrepôt de données de santé. Donc il a un intérêt aussi particulier sur ces sujets. Alors, avant de vous passer la parole, je vais simplement faire un petit propos introductif pour proposer un cadre. On a déjà beaucoup parlé d'IA générative. On a vu qu'il y avait une tension permanente entre schématiquement des promesses et puis la réalité, parfois même des risques, et que le sujet aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre un petit peu où se place cette tension et comment on peut la résoudre. Si on s'intéresse au sujet du parcours de soins, parcours de santé, en préparant la table ronde, on a identifié 3 thématiques, 3 enjeux principaux, et on va structurer la table ronde autour de ces enjeux. Le premier, c'est, on pourrait appeler ça l'efficacité. C'est-à-dire que quand on regarde la littérature et même l'expérience, il y a d'un côté des modèles d'IA générative notamment qui sont extrêmement performants sur le plan technique, qui sont meilleurs que certains médecins pour répondre à des QCM, pour dire les choses de façon un peu simpliste. Mais par contre, quand on les observe fonctionner en conditions réelles, dans des environnements complexes, avec de l'incertitude, en collaboration avec d'autres systèmes d'IA et avec des humains, là, on a parfois des baisses de performance et surtout, on a beaucoup moins de preuves de ce que ces systèmes apportent au parcours de soins des patients. Donc ça, c'est le premier sujet, l'efficacité. Le deuxième, c'est la sécurité. Il y a des publications internationales très récentes qui montrent qu'il peut y avoir des systèmes d'IA générative qui vont créer des problèmes de sécurité, et ça peut concerner 10 à 20% des situations, donc c'est pas du tout négligeable. Donc on va essayer de voir comment on peut adresser ça, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut résoudre cette tension. Et le dernier sujet, c'est la relation entre le soignant et le soigné. Là aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut discuter. Est-ce que ça va vraiment permettre aux soignants de passer plus de temps dans l'interaction et dans le dialogue singulier avec le patient? Est-ce que le contenu même de cette interaction va être modifié, parce que le patient et ou le soignant auront préparé l'interaction avec de l'IA générative, disons. Et puis, est-ce qu'à la fin, la qualité de la décision partagée va s'en trouver améliorée ou pas modifiée ou diminuée? Donc voilà un petit peu le menu, je dirais, de la table ronde.
Je vais commencer par passer la parole à David. David, tu peux nous présenter peut-être ce qui se passe en ce moment au CHU de Montpellier et puis aussi nous donner ton point de vue sur cet enjeu de sécurité, d'efficacité qui est très lié aux modalités d'évaluation des systèmes d'IA générative et comment aujourd'hui on peut s'emparer de ces sujets. Alors, je peux répondre que sur comment nous, on a tenté de s'en emparer, et en commençant plutôt par la sécurité que sur l'efficacité. On a effectivement conduit un essai de phase 1, randomisé, contrôlé, qui est passé par le comité d'éthique et qui a été approuvé par le comité d'éthique, où on a testé un système d'IA générative qui fonctionne en local, en intra-hospitalier. Donc il n'y a aucune donnée qui sort sur des modèles qui tournent chez nous, pour générer des documents explicatifs et des comptes rendus de sortie. Donc on a randomisé 120 familles qui consultaient aux urgences pédiatriques et on a partagé 2 groupes, donc un groupe qui bénéficiait de l'intervention et un groupe qui ne bénéficiait du traitement classique. Et c'était un essai de phase 1, hein, donc l'objectif c'était de vraiment d'évaluer la faisabilité et le risque de toxicité potentielle. Donc on a conduit 150 heures d'observation terrain. Donc c'est quand même très lourd sur le plan logistique, d'arriver à observer l'usage en système réel de ces outils, sachant qu'on s'intéressait aussi bien sur la façon dont était utilisé l'applicatif qui permettait de générer ces documents que la façon dont c'était perçu par les patients. Et bien sûr, on rappelait les patients à distance et pour savoir qu'est-ce que ça avait joué comme impact en termes de besoins informationnels, en termes de satisfaction et ainsi de suite. Donc ça, pour nous, ça a été une mine d'or parce que c'était la première fois qu'on cherchait à évaluer justement le risque. C'est plutôt intéressant parce qu'on a des résultats qui montrent que en fait, on a vraiment plein d'actions possibles pour sécuriser ce type de système et ça nous a ouvert plein de champs d'action sur comment on allait avoir un dispositif de gestion des risques associé à l'usage de ces systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Et donc, pour moi, c'est ce type d'évaluation sur le terrain qui peut conduire à vraiment première phase pour aller plus loin, pour dire qu'est-ce que ça va permettre d'améliorer concrètement et où est-ce que ça crée le plus de valeur au niveau hospitalier. Julien, peut-être en complément, donc on sait qu'à l'imagerie, la radiologie, c'est historiquement un des champs d'application de l'IA en général, hein, pas que générative, mais de l'IA en santé, un des champs majeurs et un des premiers. Aujourd'hui, en pratique, comment ça se passe? Quels sont les outils utilisés et comment on peut anticiper cette tension entre l'efficacité et la sécurité? Donc, effectivement, nous en radio, ça fait déjà un petit moment qu'on a l'IA, qu'on travaille avec l'IA. En fait, on a une IA qui s'est insinuée progressivement, principalement. Vous m'entendez? Désolé. C'est bon. Pas de souci. Donc, par exemple, juste, vous voyez l'IA générative, mais nous, par exemple, dans la qualité des images, juste pour regarder nos images, grâce à l'IA, aujourd'hui, on arrive à avoir des images plus précises, avec beaucoup moins de rayons X, et avec une qualité d'image qui satisfait un petit peu tous les opérateurs, parce qu'en fait, le radiologue, il faut qu'il adhère au projet, il faut qu'il fasse confiance à l'image, et déjà, depuis le départ, il y a cette histoire de faire confiance à ce qu'on vous présente. Donc nous, on était un petit peu habitués à ça. Et vous savez, avec l'IA, c'est toujours pareil. Hein. Vous avez, par exemple, comme avec ChatGPT, au tout début, on l'utilise, on se dit, ouais, je vais tout faire avec. On a on est très content. Puis après, on se rend compte que c'est un peu redondant. Puis le texte, il est assez reconnaissable. Et on retombe. Et après, on arrive à un moment à progresser ensemble. Et au final, on se rend compte quand même que ça sert, mais il faut trouver une place à ça. Et moi, c'est marrant parce que j'habite à Montpellier. Et je suis toujours obligé d'aller à Nîmes en voiture pour interpréter mes scanners. Donc, je vais à toutes ces tables rondes où on nous vend du rêve. J'attends, hein. Moi, j'attends d'être chez moi et de rien faire, mais c'est dur, c'est pas si facile. Et c'est vrai que nous, ce qui nous gêne dans l'IA en radio, c'est que c'est souvent une IA pour une tâche, une IA pour la fracture. Puis si je veux prendre cette IA pour regarder une boule dans le poumon, ben, elle ne marche pas. Il me faut une autre IA, etc., etc. Et c'est vrai qu'au moins l'IA générative a cet avantage d'être plus multimodal. Et c'est vrai que là, on l'a vu arriver, nous, depuis 2-3 ans. Et ça change un petit peu nos pratiques, surtout que nous, les vieux, on n'est pas trop dedans et on voit que tous nos internes utilisent l'IA générative. Donc, on est obligé un petit peu de suivre.
Et le principal problème, ce que je reproche à l'IA générative aujourd'hui, c'est que si on prend la plus connue, par exemple ChatGPT, vous posez une question, vous avez une réponse instantanément. D'accord ? Mais après, qu'est-ce qu'elle vaut cette réponse ? Donc, il y a un problème de ressources, de références. Ça, c'est quelque chose qui nous gêne beaucoup, nous, en radio. C'est que l'étudiant, il va avoir accès à ça sur son téléphone. Avant, l'avantage, c'est qu'il me disait, oui, je suis allé voir un cours. Je lui dis, où tu as vu ce cours ? Et puis il me dit, c'était un site un peu bizarre. Je lui dis, tu ne faut pas lui faire confiance. À ce cours, il n'est pas fiable. Là, maintenant, il a l'IA générative. Ça lui donne une information. Est-ce qu'il peut lui faire confiance ? Jusqu'à quelle limite ? Ça, c'est un problème qu'on a, nous, au quotidien. C'est difficile. Surtout que quand vous discutez avec ces IA génératives, elles sont facilement influençables. Il suffit de mettre plutôt des mots positifs. Et du fait de son système de projection vectorielle, vous amener plutôt vers une réponse positive. Et on n'a pas vraiment de... Voilà, c'est pas vraiment objectif. Nous, on est un peu gêné par ça aussi, pour le côté objectif. Et par contre, le côté positif qu'on a au niveau de l'IA générative, c'est que d'habitude, à chaque fois qu'on discute avec des autres spécialistes, ils nous disent, oui, les radiologues, vous allez être remplacés par l'IA. Là, maintenant, on leur dit, vous allez être remplacés par l'IA générative et de manière beaucoup plus rapide que nous. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que très facilement, on a des réponses un petit peu sur tout. Et par exemple, au quotidien, je suis amené à faire des gestes complexes. Puis j'ai par exemple un exemple très concret. Je dois faire un traitement à une patiente et je sais qu'elle va être douloureuse derrière et je dois lui prescrire une pompe à morphine. J'appelle l'anesthésiste et je lui dis, voilà, j'ai cette patiente, je dois lui prescrire une pompe à morphine, qu'en penses-tu ? Puis l'anesthésiste m'envoie un peu bouler parce qu'il n'est pas forcément pour que la patiente sorte. Et je lui dis, de toute façon, c'est soit tu m'aides, soit je demande à ChatGPT. Et effectivement, je demande à ChatGPT et j'ai un modèle d'ordonnance. Alors, est-ce que je peux lui faire confiance, pas lui faire confiance ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avant on avait Internet, c'était un peu l'œilleton sur le monde. Là maintenant, on n'a même plus besoin de regarder le monde, on a la réponse tout de suite. Et c'est vrai que c'est ça qui est très perturbant. Parce que est-ce que c'est vraiment la réalité ? C'est pour ça que nous, en radio, on a pris ça un petit peu à bras le corps. Et en fait, on a, par exemple, qu'est-ce qui me ferait faire confiance à une IA plus qu'à une autre ? Donc, par exemple, aujourd'hui, pourquoi vous faites confiance à une appli Internet plus qu'à une autre ? C'est le retour des utilisateurs. Elle a eu des likes, elle est facile à utiliser. Et là, nous, en IA génératif, on aimerait bien avoir des tampons un peu qualitatifs. Un label, je sais pas, un label X ou Y. Et là, par exemple, on a fait un partenariat avec une société d'IA générative concurrente de celle que vous avez invitée. Dommage qu'elle ne soit pas là. On aurait pu en échanger dessus. Et en fait, justement, on l'a fait évaluer par notre collège. Donc, chaque spécialité médicale a un collège d'enseignants qui est responsable de l'éducation, de la qualité de l'éducation fournie à ses étudiants, ses internes. Et donc, avec le collège de radio, on a décidé de se mettre avec une IA générative, justement pour mettre des bornes et pour savoir que si cette IA générative est utilisée par l'étudiant, je sais qu'elle va lui donner une information de qualité. Et donc, il y a tout un travail de bornage de cette information sur lequel on travaille et qui, pour moi, est essentiel parce que maintenant, on a accès à tellement de choses. C'est comme les fake news. Vous regardez maintenant avec les deepfakes, vous pouvez faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Et il faut qu'on aide nos étudiants à s'approprier cette information. Donc, il y a le problème de sécurité qui est vraiment très important, sur lequel on travaille. Et ensuite, ce qui est magique avec l'IA générative aussi, c'est que c'est tellement facile à utiliser, à pas sortir de Saint-Cyr, c'est que vous pouvez harmoniser un peu vos pratiques. Et par exemple, nous, on a des étudiants qui sont en garde la nuit. Vous arrivez aux urgences, à Montpellier par exemple, c'est 4 heures du matin. Tout le monde est un peu fatigué. Comment être sûr que le médecin en face de vous va être performant ? L'avantage, c'est qu'avec des logiciels d'IA génératifs qui l'écoutent, qui le voient travailler, qui ont une base de données, ça peut encadrer son compte-rendu, ça peut surveiller ses erreurs, lui pointer un petit peu des choses qu'il aurait manquées. Donc nous, on voit beaucoup l'IA générative comme une aide sécuritaire pour les comptes-rendus. Et l'autre chose aussi, c'est quand on est très gêné par la paperasse. Vous le savez, les médecins s'en plaignent et vous disent « Ouais, j'ai des papiers à remplir, je dois faire des comptes rendus, etc. » Donc ça veut dire que je vous vois, je regarde votre scanner, puis après que j'ai regardé votre scanner, il faut que j'aille encore faire un compte rendu derrière. On espère, grâce à l'IA générative, avoir, comme quand Steve Jobs est arrivé, il nous a montré le téléphone, il vous a dit avant il y avait des touches,
Maintenant, regardez, tout se fait sur l'écran, tout est en un. J'espère que demain, on aura des constructeurs qui s'approprieront l'IA générative et que vous serez à la console, vous parlez en même temps que vous regardez les images, et derrière, sans que vous ayez rien à faire, tout se construit avec des comptes rendus qualitatifs, selon des référentiels reconnus, des classifications. Enfin, nous, on attend beaucoup de l'IA générative, mais on entend vraiment une réponse. En fait, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est la parole, hein, on le dit, hein, par rapport aux animaux. Nous, on parle, on communique, on échange. C'est ça qui est important. Et cette IA générative, elle est vraiment sur le langage. Et nous, on en attend beaucoup. Par exemple, vous savez, il n'y a plus de radiologues. Hein. Bon, il n'y a plus de médecins, hein, il n'y en a plus trop. Des radiologues, il n'y en a vraiment plus trop. Vous avez beaucoup de téléradios. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à la téléradio, mais vous allez faire un examen, vous avez un compte-rendu, et puis personne ne vous l'explique. Alors, on voit beaucoup de gens les mettre dans ChatGPT, hein, c'est marrant, et ChatGPT leur explique. Mais comment être sûr qu'il ne leur dit pas de bêtises? Puis vous savez, tout ce que vous mettez dans ChatGPT, ça va chez OpenAI. Donc au final, là, vous n'êtes plus propriétaire de votre data. Donc on a vraiment besoin, je pense, d'IA générative protégée, explicative. Et je pense que ça va être une aide vraiment pour le patient. Ça va aider à faire le lien pour tout ce qui est dématérialisé. Nous, on en attend beaucoup, en tout cas, dans notre pratique. Alors, on vient de parler du patient avec vous, Julien. Donc je vais passer la parole du coup à Mohamed. Représentant, et j'ai appris grâce à Mohamed un nouveau terme aujourd'hui, représentant des HUC, hein, donc habitants, usagers, citoyens. C'est-à-dire que le patient ou l'usager n'est pas que patient ou usager, il est aussi un habitant, il est aussi un citoyen, et je vois là qu'on vient d'aborder des sujets qui vont t'intéresser. Mohamed, ton point de vue sur l'impact sur la relation, et on vient de le voir, hein, c'est-à-dire je suis patient, je reçois un compte-rendu, et en gros, j'ai plus ce moment d'interaction avec un radiologue humain qui permettait d'avoir avant une interprétation, une explication. Je vais dire les choses autrement. Je vais changer un peu ma façon de travailler, de dire. Ce qui fait la relation entre un patient et son soignant, c'est une relation unique. C'est une relation de dialogue. L'IA ne fera jamais ce dialogue. L'IA est un outil, je suis d'accord. L'IA doit être un accompagnement, doit être, j'ai bien dit, utilisé par. Et non pas, on n'est pas utilisé par l'outil pour faire et de définir des diagnostics. Et ce qui va changer avec l'introduction de l'IA, c'est que l'IA va vous faire gagner du temps pour les professionnels, on le voit bien, nous les patients, ne serait-ce que sur le temps de la rédaction. On le voit bien sur les comptes rendus. On le voit bien sur la façon aussi de donner quelques informations qu'on ne donnait pas avant. Mais ça, c'est l'évolution des droits des patients qui fait que depuis, on vous demande de plus en plus d'avoir ces informations et on les a. Mais le point qui me gêne aujourd'hui avec l'IA, il ne faut pas que l'IA réponde à la place de l'homme. Il ne faut pas que l'IA soit utilisée comme étant « c'est lui qui a dit, donc c'est lui qui décide ». Il y a une responsabilité parce que quelque part dans la relation humaine, on cherchera non pas l'outil, on cherchera l'humain. Et c'est comme ça notre système, il est fait. Surtout pour les radiologues, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, hein, c'est pour ça, je suis désolé. Et moi, un truc qui me gêne un tout petit peu aussi, c'est cette peur que j'ai de la perte de compétences. Je le dis en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus on va utiliser l'IA, plus on va se mettre l'outil comme étant la référence, et nos compétences qui étaient tout le temps d'être interrogées, de se mettre en pratique et de dire est-ce que c'est toujours valable, risquent de perdre. Et il y a des études qui sont sorties depuis l'année dernière en radiologie. Ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on s'aperçoit qu'on perd 6 points de compétences si on ne fait que regarder en disant l'IA a dit, mais si on ne va pas chercher l'interprétation, comment il l'a fait, eh ben on perd de la compétence et on perd en fréquence des connaissances, donc on devient un risque. Parce que l'IA est intéressant, parce qu'il multiplie ce qu'on disait tout à l'heure, il va amplifier des choses, mais en amplifiant, il va aussi déformer des choses. Amplifier, regardez une image qu'on grossit, elle se déforme. Donc à un moment donné, où est le centre de la réalité, où est le curseur? Ce qui est très important pour moi dans cette relation, c'est que l'IA devient un outil aussi bien pour les professionnels que pour les usagers. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart des représentants d'usagers que je suis, usagers et HUC, dont on parlait tout à l'heure, vont chercher les informations sur Internet. Donc il y a aussi, quelque part, une relation à créer avec le binôme, c'est-à-dire, tu as des informations, lesquelles
je te les décrypte, je te les explique, parce que peut-être derrière, l'IA a gommé ou a transformé les choses. Donc pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de remettre le sens de la relation et non pas de la sens de la technicité de la relation, qui est de dire on a décidé, on fait. Parce que le diagnostic, je finis juste après, je te laisse, excuse-moi. Le diagnostic dont on arrive tous, c'est un consensus, c'est la décision partagée. Si l'IA a décidé que je ne suis pas d'accord parce qu'il n'a pas tenu compte que je vis dans un logement qui est petit et que la solution qu'on propose demande un appareillage qui n'est pas adapté, si l'IA dit que la meilleure solution du monde, parce que c'est des probabilités, c'est de faire ça et que moi, je n'ai pas envie, où est le dialogue? Où est la relation? Et on a tout perdu. C'est ça le risque aujourd'hui qu'on a. C'est pour ça que je vous dis, remettons bien les choses à leur place. L'outil reste un outil. C'est les hommes qui décideront toujours, malgré tout. David, tu voulais réagir? J'ai plein de réactions. La première, c'est sur... en fait, finalement, il y a une première question, c'est côté professionnel, c'est est-ce qu'on peut professionnaliser ces IA génératives? Et très clairement, la question, c'est pas j'ai demandé à mon modèle Gemini payant ou mon chat GPT, etc. C'est non, c'est est-ce qu'il y a un niveau de maturité suffisante pour faire tourner ces modèles dans un environnement où on est capable de contrôler ce qui est donné comme information. Actuellement, c'est plus la puissance des modèles, même open source, qui est en défaut, c'est votre capacité à lui donner correctement la bonne information. Et donc, en fait, la capacité à vraiment lui donner l'information contexte, aussi bien celui de votre patient que celui de référentiel que vous voulez adresser. Et que s'il vous répond, il vous répond avec ce contexte correctement. Et de même, on n'est plus sur utiliser un agent seul, on est sur le fait d'utiliser plusieurs agents qui vont venir potentiellement se vérifier les uns les autres pour arriver à un niveau de fiabilisation ou un niveau de professionnalisation. Et ça, actuellement, ça commence à être accessible. Donc déjà, on n'est pas sur juste l'utilisation de ChatGPT. Il y a un problème majeur, tu l'as évoqué, c'est l'utilisation de ChatGPT dans les hôpitaux de façon sauvage. C'est-à-dire, publication sur le CHU de Nancy, 440 000 connexions par mois à ChatGPT. 440 000 en fait. Donc ces chiffres-là, ils sont majeurs. Donc, du coup, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait pour transformer ce dispositif en des usages qui sont contrôlés avec des outils qu'on est capable de fiabiliser, professionnaliser sur leur contexte et de créer des occasions d'apprentissage collectif de comment on pense la triangulation. Et la triangulation, effectivement, c'est pas... on a toujours... pendant les 3 dernières années, on a eu des études qui ont comparé j'utilise tel modèle d'IA brut versus un standard de care médecin. En fait, c'est pas ça qui nous intéresse actuellement. Ce qui nous intéresse, c'est dans quelle situation on va avoir l'objectif de prise en charge avec l'engagement relationnel que tu évoques et l'assistance potentielle d'un système d'IA. Et où est-ce qu'il va être porté, cette assistance? Est-ce qu'il va être porté pour venir vérifier ce que j'ai imaginé, venir me suggérer ce que j'ai pu oublier et éventuellement venir prolonger la relation. Un des exemples frappants de ce qu'on trouve sur l'étude qu'on a générée aux urgences, c'est que toutes les familles, elles nous disent la même chose, c'est que l'engagement relationnel, il s'est joué à l'oral pendant la discussion, pendant la prise en charge. Mais par contre, le document explicatif qui a été donné et que le patient a pu, il a prolongé cet engagement relationnel et il a servi de support. On est passé de traçabilité à un document qui est opérationnel, qui est beaucoup plus utilisable et beaucoup plus facile à compréhensible. Et donc en fait, nous, notre enjeu, c'est de venir trouver toutes ces situations de triangulation qui recomposent potentiellement la relation. Moi, j'ai déjà des patients qui viennent à ma consultation en me disant j'ai donné mon dossier, j'ai donné le compte-rendu que vous aviez fait la dernière fois à ChatGPT, qui m'a analysé, qui m'a proposé de faire ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on est effectivement, on n'est plus sur les patients vont sur Internet, les patients vont de plus en plus. Des systèmes d'IA performants qui apportent des éléments. Donc nous, on va devoir gérer nos propres systèmes professionnels, concevoir quand est-ce qu'on va permettre à ces systèmes de venir assister nos processus et comment on va gérer et éclairer nos patients qui vont être en situation d'usage de systèmes qui seront de plus en plus performants. Et c'est cette triangulation qui doit faire l'objet d'une réflexion et de comment on se projette potentiellement demain. Et
David, comment on peut évaluer dans cette optique de triangulation, finalement, qu'est-ce qu'on doit évaluer? Parce qu'on ne va plus évaluer un système d'IA isolé sur une micro-tâche extrêmement précise. Donc ça remet un petit peu en cause le cadre d'évaluation qu'on a tous en tête, où on se dit on choisit une molécule, une indication extrêmement précise, un critère de jugement, et puis on fait un essai clinique. Comment est-ce que le cadre d'évaluation doit évoluer? Et Julien aussi, j'aimerais bien avoir ton avis sur le... Peut-être David commence et après on... Alors, on commence à avoir des évaluations avec des dispositifs très complexes où en fait on va avoir par exemple des consultations qui ont abouti en situation réelle sur plein de prises de décision. Et on va rejouer la consultation avec un système d'IA et on va voir quelles vont être les décisions qui vont être prises, qu'est-ce qui va être proposé par les systèmes en fonction de si l'IA a parlé le premier, si c'est le médecin qui a parlé le premier, si c'est les deux qui ont parlé ensemble, s'il y a eu une itération, quel système. Donc on commence à avoir vraiment des systèmes qui permettent de se projeter sur la gestion des risques. On est dans une approche par gestion des risques, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre d'avoir le risque minimum pour le maximum de bénéfices. Actuellement, on n'a plus, avec ce type de dispositif, de moins en moins d'hallucinations. C'est-à-dire que les propositions qui sont faites sont justes. Par contre, on a à gérer les problématiques des omissions. C'est-à-dire qu'en gros, je ne propose pas un item, une conduite à tenir qui aurait eu une importance majeure. Et ce que gère mal ces systèmes actuellement, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire entre je fais tout ce qu'il faut, je fais trop par rapport à ce qui est nécessaire, ou au contraire, je ne fais pas assez. Si je ne fais pas assez, je vais dire tout ce que je propose est juste, mais il manque des choses. Si je fais trop, je vais faire des choses inutiles qui eux-mêmes vont avoir des complications et des conséquences potentiellement délétères. Et donc, nous, c'est un axe de recherche très fort de trouver comment on gère cette balance bénéfice-risque en utilisant des systèmes d'IA. Pour l'évaluation, en fait, il y a plein de critères, mais l'évaluation de ces systèmes, c'est tellement une transformation majeure qu'il faut tous les aspects, que ce soit les métriques pures de traitement du langage avec le calcul de taux d'erreur, de tout ce que tu veux, que les transformations et le temps passé par la supervision. Est-ce que la supervision, elle est possible? Est-ce qu'il y a des biais d'automatisation dès qu'on monte sur du volume? Et puis tu vas jusqu'à la transformation de l'impact sur les tâches, les métiers et les personnes, et comment tu gères le dialogue social lié à l'introduction de l'IA dans ton organisation. Donc tu dois évaluer l'intégration dans le système de travail, tu dois évaluer les conséquences sur l'organisation, la relation patient, mais l'ensemble finalement des composantes, c'est très large comme domaine d'évaluation. Julien? Donc nous, à notre niveau, on a commencé déjà un peu à évaluer les différentes solutions qu'on a avec nos étudiants, en prenant les petits étudiants, les externes, ceux qui sont aux urgences, qui vous accueillent, qui font les demandes d'examen, parce qu'on se heurte au fait qu'ils ne savent pas demander un examen. Souvent, ce n'est pas qualitatif, il manque plein de choses. Donc, on fait plusieurs groupes. Alors, on compare l'étudiant tout seul, l'étudiant tout seul avec Internet, son téléphone, l'étudiant tout seul avec un logiciel d'IA génératif, celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Validé? Non, celui qu'il a l'habitude d'utiliser. Et l'étudiant avec un logiciel d'IA sur lequel on travaille, validé, on va dire. Et on regarde, et en fait, on voit très bien que tout ce qui est caricatural, l'étudiant avec IA, il est toujours meilleur que l'étudiant sans IA. C'est comme ça, faut l'accepter. Et après, on voit que toutes les situations caricaturales, l'IA va bien gérer, mais dès qu'on met des petits pièges, aujourd'hui, on n'a pas encore une IA qui est capable de passer outre, on va dire, une tendance. Par exemple, je vous donne encore des exemples concrets, j'espère que je ne vais pas trop dans le détail, mais on dit, par exemple, en scanner, si vous êtes insuffisant rénal, si votre rein ne marche pas bien, il ne faut pas vous injecter de produit de contraste, parce que votre produit de contraste ne sera pas bien éliminé, parce que c'est éliminé par le rein. Et ça, c'est une contre-indication qu'on dit relative, parce que dans l'absolu, au pire, on peut vous faire une épuration du sang et vous enlever le produit de contraste. Et si par exemple vous arrivez et que vous avez un accident de la route, je le souhaite à personne, touchez du bois si vous en avez à côté de vous, et bien si vous arrivez au scanner, on vous fera un scanner injecté parce que la balance, comme il l'a dit, bénéfice-risque, elle est à vous injecter le produit de contraste, même si votre rein ne marche pas bien. Et avec les logiciels d'IA génératifs, vous n'arrivez pas à leur faire passer le cap d'injecter quoi qu'il arrive, parce qu'elle a cette force, cette pondération
un algorithme qui lui dit s'il a insuffisance rénale, il ne faut pas injecter, elle ne saura pas faire cette valence. Et ça, on a beau essayer de... Donc on travaille avec des ingénieurs spécialisés en LLM qui font leur propre LLM. On n'arrive pas à passer outre ça pour le moment. Donc ça, déjà, on voit que c'est une limite forte. Hein. Ensuite, on a fait l'IA chez l'interne. Donc l'IA, effectivement, l'interne avec l'IA, il va avoir des meilleures notes à ses examens que l'interne sans IA. L'interne avec IA, il va moins appeler le senior que l'interne sans IA. Par exemple, il est à la console, il voit quelque chose. Mais ce qui est très important, et c'est maintenant, par exemple, dans leur internat, c'est des nouvelles matières qu'on leur apprend. On leur apprend à prompter, par exemple. Parce qu'en fait, quand vous promptez dans une IA générative, en fonction de ce que vous allez mettre dans votre prompt, vous allez vachement influencer votre réponse, parce que vous mettez des pondérations. Donc, on essaye de leur apprendre à prompter. Et le problème qu'on a, par exemple, c'est en période pandémique, parce que l'IA, ça marche, c'est des probas, il n'y a rien de magique, en fait. Parce qu'au début, on se dit, mais c'est magique, l'IA, mais en fait, c'est pas magique, c'est mathématique. Il faut vous le dire, il n'y a pas de formule magique, c'est des prompts. Et en fait, il n'y a rien de magique. Donc l'IA n'est pas magique, l'IA n'invente rien. D'accord ? Donc il ne faut pas se dire l'IA va m'inventer un truc. Si elle vous invente un truc, c'est qu'elle l'a pompé sur Internet et ça existe déjà. Et le problème qu'on a, c'est que par exemple, l'IA est très influencée par la probabilité pré-test. La probabilité pré-test, c'est la fréquence d'une maladie à un moment donné. Par exemple, quand on avait le Covid, si vous veniez et que vous toussiez, vous aviez le Covid. Puis si vous venez, vous avez mal à la tête, vous aviez le Covid. Puis si vous venez, et puis là, j'ai mal au cœur, je fais une infection du cœur, on a découvert après que ça pouvait être le Covid aussi. Donc, quoi que vous ayez, vous aviez le Covid. D'accord ? Et aujourd'hui, vous êtes en dehors d'une crise de pandémie. Si vous venez, vous avez beau avoir toutes les caractéristiques en imagerie possibles du Covid, ça ne sera pas le Covid, ça sera une mycobactérie atypique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Covid. Ça, votre IA, elle n'est pas capable de faire la différence. Donc, avec sa base de données, elle va vous dire, c'est le Covid. Et ça, on le voit, parce qu'on apprend tous en médecine, il a mal au cœur, ça peut être l'infarctus, la dissection, la pneumopathie, l'embolie pulmonaire, il y a des algorithmes qu'on apprend. Elle apprend la même chose, elle apprend au même endroit. D'accord ? Et elle ne va pas arriver à sortir le truc de l'ordinaire, ou alors, et au final, il se trompe. Ils se trompent quand ça tape un peu dans le coin ou que c'est une présentation un peu atypique, ils vont se tromper parce que cette IA est très influencée par sa base de données. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, tout le monde fait de l'IA. Vous allez à n'importe où, une présentation, c'est l'IA. Maintenant, il n'y a que Notebook LM, là, je ne sais pas si vous utilisez, mais maintenant, vous n'avez même plus besoin de vous embêter. Vous mettez un article, il vous fait le PPT. Et le problème, c'est que cette IA, elle devient un peu consanguine. Et en fait, l'IA, elle a besoin de nous, elle a besoin qu'on lui apporte de la data. Sinon, après, en consanguinité, souvent, quand vous demandez à une IA de vous faire une photo, vous allez à tous les topos de médecine, à chaque fois, vous pouvez leur demander n'importe quoi. Tout le monde va commencer par vous dire, j'ai demandé à ChatGPT de dessiner le chirurgien du futur et regardez ce qu'il m'a fait. Et vu que tout le monde demande ça, quand vous regardez, maintenant, vous voyez qu'elles sont toutes un peu couleur sépia. Et ça, c'est vraiment des signes de consanguinité au niveau de l'IA. Et en fait, cette IA, elle a besoin qu'on l'alimente. Nous, c'est pour ça qu'au collège, les enseignants de radio, justement, on fait une IA à nous. Dans ce IA, on met nos cours. Nos cours, c'est des cours qu'on a inventés nous, parce qu'on essaye d'avoir une IA un peu moins faible, un peu moins consanguine. Et tout ça, c'est vrai que c'est hyper important. Il faut faire attention à ça. Par contre, il y a un truc qui est génial dans cette IA. Moi, ce qui me bluffe, et je vais encore parler de ChatGPT, je vous assure que je n'ai pas du tout d'action. Et c'est malheureux. J'aurais bien aimé avoir des conflits avec ChatGPT, mais non. C'est que quand même, je suis forcé d'être admiratif quand je lui demande de me vulgariser quelque chose, parce qu'elle le vulgarise bien mieux que moi. Et c'est vrai que pour ça, je pense qu'on a des choses à apprendre de l'IA, à travailler avec elle, parce que pour le patient, souvent, quand on lui donne un compte-rendu médical, par exemple, en infectiologie, je ne sais pas si vous avez déjà vu un compte-rendu d'hospice, mais c'est très complexe, on ne comprend rien. Je demande à ChatGPT, il m'explique, et peut-être que c'est faux, mais j'ai l'impression de comprendre en tout cas ce qui se passe. Et ça, pour moi, je trouve que ça, c'est vraiment important qu'on en profite. Ok, donc on voit évidemment qu'il y a encore une fois un potentiel qui est extrêmement important. On voit aussi qu'il y a d'un côté des usages qu'on pourrait appeler encadrés, institutionnalisés, et d'autre côté des usages qui sont quand même
à la fois du côté des patients, mais aussi des soignants, qui sont de l'ordre du shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation en contexte hospitalier sur un téléphone personnel d'une appli qui n'est pas du tout ni sécurisée ni contextualisée. On voit qu'il y a, moi je note des sujets particuliers sur la gestion de l'incertitude, sur ce concept de balance bénéfice-risque qui est compliqué à intégrer dans les modèles, et puis sur la contextualisation, c'est-à-dire que l'exemple du Covid est très frappant. En fonction du contexte géographique ou temporel, on n'a pas forcément les mêmes, je dirais, recommandations ou décisions à prendre. Donc on voit en tout cas qu'on a un panorama qui est complexe, qui est riche. Ce que je vous propose avant de terminer la table ronde, c'est de passer la vidéo de Doctrine. Donc encore une fois, Madeleine n'a pas pu venir, mais elle a eu la gentillesse d'enregistrer une vidéo. Et oui, Mohamed. Je suis désolé, hein, c'était pas prévu. Ce qui est intéressant dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est la place qu'on donne aux outils et la place qu'on donne à l'homme. Mais ce qui est aussi important, moi, ça me fait. Il y a 10 ans, j'avais rencontré un des vice-présidents de l'Ordre des médecins qui me disait l'évolution du métier de médecine, c'est soit ce sont des pousseurs de boutons, soit ce sont des assistants sociaux. Bon, ça a mal été pris par beaucoup de gens parce que l'assistant social, c'est un peu péjoratif. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'on va remettre du sens dans la relation humaine et l'empathie deviendra une force. Et que le fait qu'on discute avec un outil et non pas de l'outil pour décider uniquement en disant c'est comme ça, eh ben, on crée un dialogue et cette relation elle devient beaucoup plus solide. Parce qu'on recrée les prémices de tout ce qui est important dans une relation, c'est la confiance. C'est parce que tu m'as expliqué que j'ai compris. De 2, ça me permet aussi de comprendre sur quelle base tu es parti. De 3, quelles sont les limites que tu as et que j'ai. Et à partir de ce moment-là, on aboutit à une décision partagée. Et c'est là où on reconstruit en fin de compte la relation, parce que l'outil a sa place, mais il ne devient pas le centre de l'attention de toute la discussion. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Donc, on voit bien, j'essaie de réagir, même si ce n'est pas en direct, ce n'est pas facile, mais je ne savais pas ce qu'elle a dit, mais on voit bien que cette entreprise, Doctrine, d'une certaine façon, anticipe ces enjeux et se positionne sur l'amélioration de la relation soignant-soigné. Est-ce que vous avez des réactions, peut-être Mohamed, sur ce qui a été dit par Doctrine, ou en général d'ailleurs, sur finalement, d'un côté, l'IA comme outil qui peut permettre de libérer du temps et qui peut même améliorer le contenu de l'échange en apportant de nouvelles informations, mais aussi peut-être parfois un outil qui risque de déshumaniser. Donc comment est-ce qu'on essaie de trouver un équilibre entre ces enjeux ? En 2 minutes. Ouais. Je suis très embêté, pour être honnête, parce que la solution telle qu'elle est proposée, on a l'impression qu'elle est parfaite. Le gain de temps, il est fondamental, on le dit. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de médecins, donc on essaie de gagner là où on peut. Donc, trouver un outil qui soit accélérateur pour avoir des outils pour prendre une décision, je l'entends. Mais la décision, elle se joue toujours entre 2 individus. L'IA doit être un produit qui doit être une sorte de... Il ne faut pas l'oublier, on l'a dit depuis ce matin, c'est une probabilité. C'est une succession de chiffres qui donne une moyenne qui, dans une circonstance, dit que c'est ce qu'il faudrait faire. Mais si on ne tient pas compte de tout ce qui est la sphère biopsychosociale qui est très importante en santé, eh ben on s'en plante. C'est-à-dire que l'IA a raison, c'est la meilleure solution du monde, mais elle n'est pas applicable à ce moment-là. Et ça, c'est un danger. De vouloir dire que l'IA gagne du temps, c'est vrai. L'IA apporte une connaissance, c'est vrai. Mais l'IA n'apportera jamais la solution idéale si on ne tient pas compte de tous ces facteurs-là. Donc c'est vraiment l'échange qui est important. Et ça intervient dans la triangulation dont tu parlais tout à l'heure, mais ça ne doit pas être le porteur de la décision. Parce que si l'IA se plante, parce qu'il y a beaucoup d'hallucinations, on oublie, l'IA c'est une moyenne. Donc si on prend dans une catégorie à un moment donné, la moyenne se fait sur les hommes et qu'on a une femme, ce n'est pas les mêmes choses. Et on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de médicaments qui n'ont pas les mêmes effets parce qu'on l'a estimé sur un corps d'homme et non pas de femme. Donc c'est pour ça qu'il faut bien regarder la source et bien décrypter ce qui se passe derrière pour pouvoir avoir un avis au moins à peu près raisonné, posé. Parce que le vrai problème, c'est qu'on va tellement vite que c'est plus nous qui choisissons, c'est qu'on est induit
à suivre un avis parce qu'il est une moyenne. Donc le risque, on est dans la moyenne, donc est-ce qu'on se trompe moins ou un peu moins, ou pas beaucoup? Et c'est un danger quand même, parce que ça ne résoudra jamais l'équation de l'incertitude médicale. Moi, quand je regarde, parce que je donne des cours j'enseigne à des médecins, et je suis toujours intrigué, c'est l'incertitude médicale. À un moment donné, le fait de ne pas savoir, c'est pas possible. Et j'ai l'impression d'avoir l'IA en face qui, lui, a toujours une possibilité de dire c'est possible. Alors qu'on sait bien que l'incertitude remet en fin de compte l'enjeu intellectuel, parce que ça va ouvrir d'autres horizons, ça va essayer de comprendre pourquoi c'est pas possible, alors que l'IA restera sous sa certitude. Donc c'est aussi des dangers tronqués. David, dernière réaction, et puis ensuite on ouvrira aux questions de la salle. Oui, en fait, moi je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit, mais en fait, on a plein de choix à faire. C'est-à-dire qu'on a plein de cas d'usage possibles, et c'est nous qui allons les choisir. Vous avez tous reçu un mail qui a été généré par une IA, et vous savez tous que c'est pas du tout une relation, et que l'information que vous la cherchez et l'intentionnalité vous la cherchez et vous l'avez pas potentiellement dans le mail que vous avez récupéré. Donc on peut perdre du temps à mettre de l'IA dans ce type de relation. À l'opposé, on peut aussi avoir plein de situations où on va faire du traitement de l'information qui, lui, n'a pas d'enjeu dans la relation et dans l'intentionnalité. Nous, on a énormément de processus en interne de l'hôpital où la transformation de l'information, ou la sécurisation, ou la vérification sont extrêmement importants. Et donc, c'est pas... c'est-à-dire qu'on a le fantasme potentiel de l'IA relationnelle et avec les conséquences, c'est une réalité. Mais nous, on cherche plein d'usages qui sont très loin de ces usages-là. Et des situations où on va pouvoir être en mesure d'utiliser l'IA où l'objectif direct, ça va être l'augmentation de la relation, il y en a plein. Ce qui fait fureur potentiellement, c'est la capture de l'information et la capture de la conversation et la saisie d'informations. C'est une réalité. Ça ne marche pas dans toutes les situations. Il y a plein de situations où ce n'est pas adapté, mais il y en a où c'est potentiellement extrêmement agréable de pouvoir parler à sa console et de pouvoir dire au bloc opératoire, je vais faire la checklist, vérifie-moi la checklist, donne-moi les informations qui me manquent et je fais le dialogue avec là. Je ne suis pas en train de faire là, je n'ai pas besoin de convaincre une relation, je suis en train de vérifier les informations au fur et à mesure dans un processus de soins. Et ça, c'est extrêmement utile. Donc le fait qu'on puisse utiliser en langage naturel plein de choses sur l'assistance au processus, ça va transformer notre métier, puisque actuellement on est à peu près 60% du temps d'un médecin hospitalier derrière un ordinateur. Donc les enjeux, ils sont potentiellement sur changer la façon dont on capture et on transforme l'information. La relation de soins, c'est à nous de la défendre, pour penser qu'est-ce qu'on veut, dans quel objectif et dans quelle éthique du soin. C'est bon. Alors, on a quelques minutes, 5 minutes à peu près pour des questions dans l'assistance, donc allez-y. Je pense qu'il y a un micro si besoin. Merci à tous, c'était super intéressant. Moi, j'avais une question par rapport au fait que vous faites l'hypothèse que l'IA, c'est un outil qui est amené par le professionnel de santé. Alors, on va faire l'hypothèse cette fois-ci que l'IA est un outil qui est amené par le patient. Donc, comment en fait on réagit et quel impact ça a sur la relation? Alors, effectivement, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre un compte-rendu médical dans le chat GPT. Ça, c'est le niveau 0. Le niveau qui arrive, c'est développer un agent IA. Et chaque patient aura un agent IA. Ou chaque patient aura Friend. Je ne sais pas si vous avez vu le truc qui sort aux États-Unis où tout le monde se balade avec un petit agent IA autour du cou. Comment, en fait, ça va impacter la relation à partir du moment où le patient, lui, va arriver doté d'un agent IA et comment le professionnel de santé va aborder la relation par rapport à ça. Parce que tous vos exemples sont super pertinents, mais on considère que votre hypothèse, c'est que l'IA vient accompagner le professionnel de santé et donc, du coup, ça va impacter la relation. Mais maintenant, si l'IA arrive par le patient, comment ça impacte la relation et est-ce que ça, c'est finalement des choses qui sont à l'étude, en tout cas dans les structures dans lesquelles vous êtes? Qui veut?
Les plus impactés déjà sur ces psychiatres, psychologues, où on voit déjà plein d'acteurs qui ont entamé une relation thérapeutique avec une IA et qui viennent la confronter et la restituer au thérapeute en leur disant j'ai fait ça, j'ai eu ça et ainsi de suite. Et donc il y a déjà l'intronisation d'un tiers IA dans l'agence, dans la relation thérapeutique qui a été médiée. Donc eux, ils commencent à avoir des effets extrêmement concrets de ça. Pas toujours positif, il y a de tout potentiellement, et c'est surtout comment c'est utilisé. C'est sûr que, alors je pense que tu cites Friends, mais ChatGPT Health, c'est très clairement je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais en fin de l'année, en fait, OpenAI a fait une analyse massive de l'ensemble de ces conversations qui montrait que le topic de questions de santé était tellement fort, tellement loin devant et que les gens confiaient leur vie complètement qu'ils ont décidé de créer une ligne de produits. Et donc ChatGPT Health, c'est un endroit sécurisé, vous allez pouvoir mettre votre dossier médical et qui va vous suivre. Et ils ont déjà prévu la façon dont ils allaient faire l'interaction avec les professionnels de santé. C'est-à-dire que comment un acteur américain va arriver en consultation avec son ChatGPT Health directement utilisable pendant la conversation. Et donc, il sera peut-être en concurrence avec le système professionnel en face. Et donc, on va avoir toute cette difficulté à gérer. Clairement, ça va donner des situations très compliquées. Nous, on le vit déjà. En fait, clairement, un patient qui vient comme ça, c'est clairement un patient qui est chiant. Parce qu'en fait, il va vous remettre... Non, mais c'est vrai. Il va vous remettre en question. Et c'est là, je trouve que... Moi, je leur dis, ils viennent me voir, il y a une confiance à avoir avec moi. S'ils n'ont pas confiance, ils partent. Moi, je leur dis clairement. Par exemple, on fait des traitements des fois qui sont pas forcément dans le marbre. Moi, je leur dis, voilà, c'est mon point de vue. Après, si nous, on est challengé tout le temps par les IA, ils viennent avec leurs IA. Moi, je leur dis, après, c'est une relation de confiance. Parce qu'en fait, dans la relation médecin-malade, la confiance, c'est 30% du traitement au minimum. Parce que vous savez que l'effet placebo, c'est 30% de l'efficacité. Donc s'il a confiance dans son IA mais qu'il n'a pas confiance dans son médecin, moi je leur dis que c'est même pas la peine de poursuivre la relation. On peut imaginer que son IA discute avec mon IA et que nous on allait prendre un verre pendant ce temps. Mais, Mohamed. C'est intéressant ce que vous dites parce que j'adore votre question. On y a pensé aussi à France Asso, on s'est dit qu'est-ce qui se passerait. Et ça a été fait. L'expérience, et des gens ont été, en rentrant les données, en allant voir leur médecin, en leur demandant, voilà, qu'est-ce que vous me proposez ? Et eux ont checké pour savoir si c'était bon ou pas bon en fonction de ce que la position de l'IA avait donné. Et ça a engendré un dialogue. C'est-à-dire que ça a permis de dire aux gens, en fin de compte, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Je vais vous donner un truc qui m'a frappé quand j'avais fait des audits. J'ai fait quand même pas mal de choses dans ma vie. Donc j'ai pu faire des audits pour le cancer du sein. La reconstruction du cancer du sein dépend de la technique du chirurgien. Donc, en clair, soit il vous les étire, soit il vous les monte, etc. Ça dépend, de plusieurs critères. De votre niveau social, parce que si la dame dit « j'ai des moyens et que j'ai envie d'aller à la plage », donc il va faire une certaine technique, mais s'il ne connaît pas l'autre technique, il n'ira pas sur l'autre technique. On est limité par aussi la compétence qu'on a. Et c'est ça qui devient pour moi intéressant, c'est de dire, si le médecin me dit « je ne sais pas faire cette technique, mais je te conseille d'aller voir lui parce que lui peut te la faire », ça m'aide. Donc ça veut dire que dans mon envie de ce que j'ai cherché, j'ai une solution, mais peut-être pas avec ce médecin, qui n'est qu'un intermédiaire malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est pour moi un bon médecin, parce qu'au lieu de me dire « je vais te faire quelque chose », il m'a conseillé là où il fallait que j'y aille. Et David. Au-delà de la blague sur la faille narcissique, du fait d'être challengé par l'IA de mon patient, on a une opportunité dans l'humanité qu'on n'a jamais eue. En termes de littératie, de faire en sorte de pouvoir vulgariser à grande échelle, de façon personnalisée et compréhensible par un ensemble d'individus et de façon de plus en plus précise et juste. Alors pour reprendre un mot de la tech, on est sur du game changer du système de santé. Donc très clairement, le fait que ce soit beaucoup plus facile en termes d'empowerment du patient, en termes de capacité à comprendre ce qui lui arrive, si on arrive à créer les garde-fous et à positionner correctement justement les repères qu'il ne faut pas franchir, on a une opportunité qu'on n'a jamais eue en santé. Et ça, c'est un phénomène mondial. Attends, juste Mohamed, je te coupe parce que si on a d'autres questions dans la salle, on a un peu de temps de retard. Donc il vaut mieux poser les questions maintenant et puis ensuite on reprend le... Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Ouais.
et Jean-Louis après. Alors, juste une remarque, mais qui est liée aussi à ma question. J'ai découvert tout à l'heure dans le journal Le Monde une étude de Nature qui est sortie hier au Royaume-Uni. Ils ont testé sur près de 1300 patients le fait que ces 1300 patients fassent de l'automédication sur ChatGPT. Il y avait entre 35 et 45% qui arrivaient à la bonne maladie. Cette étude elle est complètement obsolète. En fait, Okay. Le temps qu'elle sorte, okay. c'est ça le problème qu'on a. Mais oui, parce qu'en fait, le temps qu'elle soit écrite, rédigée, protocolée, en fait, c'est sur du GPT-4o. Ok, qui est très et en fait, c'est la grande difficulté qu'on a actuellement sur toutes les publications, c'est que le taux d'erreur, l'analyse des risques, elle est déjà dépassée par la technologie. Ne serait-ce que, on a un problème de peer reviewing de la façon dont on produit nos connaissances scientifiques. Et donc, c'est un super bon exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très intéressant ce qu'ils ont trouvé avec le risque. Mais ils s'adressent sur des systèmes qui étaient disponibles il y a un an. Okay. C'est ça. Lama 3 et ChatGPT 4o. Ce qui me semblait intéressant, c'est que des LLM du coup, spécialisés sur la médecine avaient des résultats très différents. Et je me demandais si, dans votre cas, alors Julien ou David, dans ce que vous utilisez comme LLM, est-ce que c'est des modèles du coup grand public, mais du coup récents, très performants, ou au contraire des choses surspécialisées, parce que ça correspond mieux aux résultats que vous avez? Alors, moi, je tente une première réponse, mais actuellement, les grands modèles open source sont tellement puissants qu'un modèle qu'on peut installer à partir du moment où on a suffisamment de puissance de calcul pour les faire tourner, il y a quasiment pas de différence avec des modèles qui ont été entraînés sur du matériel médical spécifique. Et alors pour ceux qui connaissent, qui suivent en gros, il y a les modèles. Google a eu une logique plus d'essayer de spécialiser des modèles avec MedGemma, avec des modèles qui étaient entraînés sur des corpus spécifiques de littérature médicale. Quand nous, on teste les performances d'un modèle comme OSS 120, milliards de paramètres, versus MedGemma, on trouve que OSS fait mieux dans plein de situations. Ce n'est pas tellement le modèle brut lui-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt votre capacité à lui faire consulter ou utiliser vos référentiels, vos connaissances spécifiques. Et ça, on a aussi, là encore, une architecture avec tout ce qui est sorti en MCP, donc ce qui permet d'aller chercher spécifiquement que maintenant, le modèle, c'est plus de la complétion de texte. C'est un modèle qui va planifier sa réponse, aller chercher un outil, vérifier que l'outil a ramené la bonne réponse, vérifier si ça correspond bien à la question posée et boucler comme ça. Et donc, en fait, on a des modèles qui sont maintenant capables de gérer ce timing et cette temporisation et cette vérification de l'information. Et donc, si vous avez réussi à faire que votre information elle a été cherchée sur la base publique du médicament, c'est pas la même chose que si ça a été cherché dans son corpus d'apprentissage où on maîtrise pas l'information source. Mais donc, en gros, ce qui sort le plus pertinent actuellement, c'est pas tellement l'optimisation du modèle, c'est l'optimisation du contexte et la capacité à apporter les bonnes informations au contexte. Et nous, on a vraiment verrouillé l'outil est le même, hein, c'est une sorte de ChatGPT. D'ailleurs, vous pouvez utiliser ChatGPT sur l'appli si vous avez envie. Mais si vous utilisez notre modèle, il est branché sur nos cours. En fait, tous les cours qu'on utilise, c'est des cours des enseignants français. Ils ne sont pas disponibles sur Internet, ils sont disponibles sur la banque de données. Donc ça nous permet un petit peu de le protéger et justement d'être pas en avance, mais d'être différent en fait, de ces modèles américains. Parce qu'en fait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. OpenAI, il lève des milliards, hein, il a des milliards d'ingénieurs. Nous, malheureusement, on fait ce qu'on peut. Mais on a des datas qu'ils n'ont pas et en fait, on joue là-dessus. On a de l'anatomie, des atlas, des images typiques et en fait, ils piochent juste dans une base de données, mais ça reste le même modèle de langage, mais juste ils piochent sur des bases de données qu'on a vérifiées et qui nous semblent justes. Jean-Louis, moi j'avais une question sur la vulgarisation, parce que du coup, c'est une des deux promesses de l'intelligence artificielle avec le gain de temps. On travaille sur ces sujets-là dans Sophia Santé, la société savante d'IA. Et donc là, l'exemple qui était cité, il était vachement intéressant parce qu'on vulgarise un compte-rendu de radiologie. Et donc, on a l'impression que vulgariser une bonne nouvelle, c'est pas compliqué. Par contre, vulgariser une mauvaise nouvelle, alors évidemment, on dit, de toute façon, si ce n'est pas une IA médicale qui la vulgarise, il va y avoir une IA patient, puisque le patient il va aller de lui-même la chercher sur ChatGPT. Mais finalement, il va aller peut-être se dire, oui, mais ChatGPT ne me dit peut-être pas la vérité et tout, alors que la vulgarisation par une IA médicale, elle a quand même beaucoup plus de poids. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas finalement plus anxiogène qu'autre chose? Mais c'est une remarque, ce n'est pas une critique, évidemment.
Moi, c'est une question pour David peut-être. Moi, ça me trouble beaucoup ça. Nous, clairement, dans les essais qu'on a fait de vulgarisation à destination des patients, c'était justement tous les patients qui allaient bien. C'est-à-dire c'est tous les patients qui retournaient à domicile, qui n'avaient pas d'indication à être hospitalisés et ainsi de suite. Et le rôle, en fait, il est plus de rassurer, prolonger, faire comprendre une consigne, un post-opératoire, un suivi, un élément, plutôt que de faire, on n'est pas du tout dans la logique de vulgariser une annonce diagnostique ou une situation instable. Où là, c'est clair que la génération d'anxiété ou de situations ou de risques inappropriés. Donc dans notre étude, mais c'était une étude de phase 1, hein, le but c'était de montrer déjà que c'était faisable. On avait exclu pas mal de situations, donc c'est pas du tout représentatif de toute la population. Les populations qui étaient hospitalisées, pour l'instant ça c'est un essai qui va partir après, et les populations où il y avait des troubles psychiatriques trop sensibles ou qui sont pourtant fréquents aux urgences. Donc c'est pas le reflet de toute la population. L'idée, c'est de pouvoir, la vulgarisation, elle a un enjeu lorsque le cadre a déjà été posé, lorsque l'intention a déjà été exprimée, lorsqu'on est et éventuellement de venir prolonger ça et de venir pouvoir faire des feedbacks. Très utile aux urgences pédiatriques où souvent vous avez un intervenant qui est venu et puis en fait il a dû revenir et puis un deuxième aidant qui est venu et puis c'est le troisième et quand tu reviens à la maison il y a la personne qui dit qu'est-ce qu'ils t'ont dit, je sais pas. Et donc en fait ça c'est là où il y a la vulgarisation sur des soins simples qui s'adressent. Du coup, moi, si je rebondissais, c'était par rapport à l'exemple du docteur Farah, où elle disait la personne, elle a eu une radiographie et puis elle peut pas voir son radiologue. Et donc, du coup, la vulgarisation, si elle est négative, là, alors c'est terrible, quoi, non? Je sais pas. Pour moi, l'IA, pour répondre à ta question de certaine manière, doit permettre de donner toutes les informations. Mais c'est l'homme qui doit la donner. Je le dis parce que c'est très important. Pourquoi? Parce que derrière un résultat se joue donc la décision partagée, mais se joue aussi l'acceptation ou pas du protocole. Parce que si vous vous arrêtez sur la notion de l'IA a dit que il faut faire ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une certaine manière, si je ne suis pas d'accord parce que je trouve que je n'ai pas ma place dedans, vous appelez ça souvent, j'aime bien ce mot-là, la non-observance thérapeutique, mais qui est souvent liée au fait que la personne ne comprend pas. Je vais vous dire une chose qui est très intéressante en communication. Quand vous faites de la communication de la relation humaine, c'est très intéressant. Les gens retiennent 20% de ce qui a été dit. Si je retiens 20%, ça va être quoi? Donc on est sur une communication verbale et non verbale. Si la personne en face a été méchante avec moi ou agressive, je retiendrai que ça d'essentiel. Donc tout le message à côté ne passera pas. Donc pour moi, le compte-rendu de l'IA est important, mais c'est aussi parce que l'homme derrière a traduit, a simplifié. S'il n'adapte pas en fonction de mon discours, de mon appartement, c'est ma compréhension du système. Parce que combien de fois, quand vous regardez les mots-clés ou les mots dangereux ou les mots tabous, ils ne sont pas dits des fois parce qu'on ne sait pas les dire. Et l'IA fait la même chose, reproduit notre système de pensée parce qu'il ne faut pas dire, il faut faire attention. Et d'où le danger. C'est-à-dire, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est l'information claire, loyale. C'est ce que dit la loi de 2004. Si vous faites attention sur l'information, pourquoi claire et loyale? C'est-à-dire que les gens doivent comprendre cette information. Et souvent, ils ne la comprennent pas, ils la découvrent. Et c'est pour ça que parce que moi, je viens du monde associatif, donc vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais dans le cancer, par exemple, dans une annonce grave de cancer, elle se fait logiquement en 2 phases. On annonce, on demande à la personne ce qu'elle a compris. À la fin de ce discours, on lui annonce qu'elle a un cancer et on lui propose logiquement dans les 48 heures, c'est les recommandations logiquement, parce que la Ligue contre le cancer avait remarqué ça, un rappel pour que les gens puissent venir être accompagnés pour échanger avec plusieurs personnes. Donc ça veut dire qu'on remet la relation humaine dans le soin. Le résultat peut être calculé par toutes les machines du monde. Si cette relation ne se fait pas, il n'y aura pas derrière de soins possible. Moi, je suis super inquiet. J'ai fait un prélèvement de biologie et le chatbot de serveur de résultats ne veut pas me répondre pour me dire quel est le résultat. Donc ça va être la situation anxiogène où je ne sais pas que potentiellement, tant que je n'ai pas vu, oui, on va avoir ce genre de situation. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre des drapeaux pour dire où est-ce que c'est pertinent, où est-ce que c'est pas éthique, où est-ce que c'est pas adapté, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on a encore une question, une dernière question, je pense, Angélique? Oui, une dernière. S'il y en a une ou pas? S'il y en a. Oui, c'est pas une question, c'est une parenthèse.
Donc la semaine dernière, j'étais chez Le Futura, il y a une conférence sur l'IA. Et là, c'est ce qui est arrivé à David. Donc c'est la même chose qui est en train de se passer actuellement chez les avocats. Les gens, ils ont posé la question à ChatGPT, ils vont voir les avocats pour valider que c'est la bonne réponse. Donc au niveau business, les avocats, au lieu de facturer X jours de prestations pour traiter de problèmes, ça prend plus que 2 heures, et c'est eux qui vont s'engager par rapport à la réponse de ChatGPT. Donc là, on voit que l'utilisation qui est faite par les humains, elle est en train de changer complètement le marché. Et par contre, il va falloir des avocats de très, 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 très haut niveau. On ne peut pas demander la réponse aux juniors. C'est comme vous dire, moi, je ne peux pas répondre à ChatGPT. Merci pour ce détour en dehors de la santé, mais c'est un secteur aussi où les enjeux sont majeurs. C'est vrai qu'il a raison, parce que il y a une partie des nous, par enjeux exemple, qui sont quand les les mêmes. patients viennent avec une IA, s'il tombe sur un médecin qui n'est pas spécialiste, clairement, le médecin, il ne peut pas rivaliser. Hein. Ouais. Après, le spécialiste va arriver à rivaliser avec l'IA parce qu'effectivement, il a la capacité, la connaissance, le recul, l'expérience. Mais, par exemple, je sais pas si vous avez déjà fait une consultation en télémédecine un week-end sur tous les choses qu'on vous propose. Je ne suis pas sûr que ChatGPT fasse moins bien que quelqu'un au pif qui vous voit 2 secondes, qui vous pose 3 questions. Non, je pense que vraiment c'est challenging pour nous, parce que l'IA est très forte. Il faut vraiment. C'est comme les joueurs d'échecs quand ils jouent contre l'IA, c'est pas simple. Nous, c'est pareil. Bien, sur ces paroles, on va clore la table ronde. Merci beaucoup aux intervenants. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a été proposé par Digital 113 dans le cadre du programme Digital is Future. Retrouvez l'ensemble des contenus de cette conférence, mais aussi une série de podcasts sur le site de Digital 113 et sur toutes les plateformes audio. À bientôt.